Vincent Parisot, RTL Soir. Invité d'RTL Soir, donc Jean-Luc Mélenchon, président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée députée des Bouches-du-Rhône. Bonsoir Monsieur Mélenchon. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va évidemment parler de la situation sanitaire, des pénuries en matériel, en personnel, de la situation peut-être dans les EHPAD, des annonces qui ont été faites sur le Code du travail. Mais tout d'abord, dites-nous comment vous recevez l'appel d'Emmanuel Macron lancé hier soir, appel à l'union contre l'épidémie. Emmanuel Macron rejette les facteurs de division. Il demande finalement l'union sacrée. Vous l'acceptez ? Bon, tout ça, c'est des mots, parce que, en fait, le pays ne manque pas d'unité autour de ses soignants, autour de... Tout le monde suit les consignes. En gros, je veux dire, c'est l'essentiel des Françaises et des Français respectent ça. Donc, ce sont des grands mots. J'ai l'impression qu'ils voudraient que tout le monde se mette au garde à vous et l'applaudisse en cadence. Ben non, on le fera pas. Qu'il y ait une unité d'action, c'est évident, c'est nécessaire. Mais ça s'appelle pas l'union sacrée. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Puis moi, j'aime pas tout ce vocabulaire. C'est la guerre, je sais pas quoi. Non, c'est pas la guerre. C'est une épidémie. Et il faut faire face à l'épidémie avec des moyens matériels qu'il faut organiser. Ça, c'est le plus gros reproche que je lui fais, parce que hier, on a eu des ordonnances. La semaine dernière, on nous a réunis quand même pendant 4 jours pour délibérer de mesures d'urgence. Mais on n'a toujours pas avancé d'un mètre pour ce qui est des réquisitions. Dans le secteur textile, vous savez qu'on manque de masques. Oui. Nous avons 1000 entreprises du textile et 100 000 travailleurs du textile. Donc, je ne crois pas que ce soit un objet si sophistiqué sur le plan technique qu'on ne puisse pas le produire quasi immédiatement. D'ailleurs, il y a plusieurs entreprises qui ont décidé elles-mêmes, comme les tissus de Charlieu, qui ont décidé eux-mêmes de changer leur ligne de production pour sortir des masques. Mais vous demandez des réquisitions, voire peut-être des nationalisations temporaires Les réquisitions, c'est réquisitionner tout ce dont on a besoin. Alors là, j'ai pris l'exemple des masques, mais par exemple sur les respirateurs. Bon, nous avons 5 sites de production PSA Renault en France. On peut leur faire produire des respirateurs à grande cadence, on en a besoin. Les tests, c'est pareil. Ce matin, j'ai eu la chance de pouvoir avoir le professeur Raoult. Je lui ai demandé franchement, je lui ai dit, écoutez, comment vous faites? Vous en avez fait 2000 à vous tout seul. Comment vous faites? Est-ce que c'est difficile? Et lui, il m'a répondu, il m'a dit non, il n'y a aucune difficulté à mettre au point les tests. Le seul problème qu'il y a, c'est un problème de logistique, d'organisation, pour amener les composantes du test. Donc ça ramène bien à ce que je dis depuis le début, il faut de la planification. Alors si le mot planification vous fait peur, prenez un vocabulaire plus branché, appelez ça la gestion prévisionnelle ou je ne sais quoi. Mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire nous avons besoin de quoi et qui le produit. Et on réquisitionne tout ce qui produit ce dont on a besoin ou qui peut le produire. Et des fois, il faut nationaliser. Luxfer, ça va durer combien de temps cette comédie? Voilà une entreprise qui a une capacité de production d'air liquide à usage médical, d'accord, d'oxygène à usage médical. Un problème de ligne avec Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'elle peut être rétablie ou... Oui, je suis là. Voilà, oui. je vous entends. Ça marche de notre côté. Voilà, je vous entends très bien, Monsieur Mélenchon. Vous parliez effectivement de cette usine d'air liquide. Voilà, Luxfer. Bon, elle produit de l'oxygène à usage médical. L'entreprise est fermée parce que son actionnaire a décidé de la vendre. Bon, c'est le problème de son actionnaire. Il est britannique, donc il n'est pas au courant. De toute façon, on s'en fiche. Il faut nationaliser. Les travailleurs de l'entreprise et le syndicat CGT ont dit qu'ils étaient prêts à reprendre la production tout de suite. Donc, depuis le début, je plaide seulement pour ça, parce que pour ce qui est de l'anticipation, ok, ils se sont ratés, ils n'ont pas prévu, ils ont sous-évalué. Admettons, c'est du passé, on va passer notre temps à retourner les problèmes dans tous les angles. Vous voulez dire que ceux qui déposent les plaintes en ce moment, c'est un peu prématuré, c'est pas le moment? Non, c'est pas le moment de déposer des plaintes? Je ne sais pas, ils ont pris cette décision, le droit est le droit. Écoutez, on ne peut pas tout abroger. Alors on va abroger la démocratie, le droit de discuter, le droit de sortir, et puis même le droit de se plaindre. Et puis quoi encore? On n'est pas quand même... si ces gens estiment qu'il y a matière à faire une plainte, il faut une plainte. Il y a des procédures qui existent dans le pays. Si la plainte est abusive, ils seront sanctionnés. Si elle ne l'est pas, elle ira à son terme. Donc moi, ce que je dis, c'est que la priorité... c'est la planification de tous les moyens qui permettent de produire par dizaines, centaines de milliers. Je vais vous dire encore autre chose là-dessus. Il ne s'agit pas seulement de prévoir ce dont nous avons besoin pour nous, Français. Est-ce que maintenant tout le monde a bien compris que l'humanité entière est concernée? Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que oui ou non nous allons répondre quand nos amis de la façade maghrébine vont nous appeler à l'aide? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes unités de production que nous. Donc c'est à nous de tendre la main et de produire le matériel, de leur passer, en pas demander aux Cubains de venir aider la terre entière, ou aux Chinois.
Donc, moi, je pense que nous devons le faire parce que c'est notre devoir, et tant qu'il y aura un foyer d'infection dans le monde, vous savez comme moi qu'on sera tous menacés. Et ceux qui se foutent des autres, comme c'est le cas, regardez la situation aux États-Unis, où ils n'ont aucun soin des autres, où il n'y a pas de système de sécurité sociale, les gens meurent comme des mouches. Et nous ne pourrons pas rétablir nos relations avec les États-Unis d'Amérique tant qu'ils seront aussi gravement infectés. Donc, Monsieur Mélenchon, vous parliez d'éventuellement nationaliser certaines entreprises. Il y a aussi une mobilisation du côté des industriels. Vous parliez d'Air Liquide. Air Liquide a construit une nouvelle ligne de production pour fabriquer des respirateurs. Non, mais moi, je n'ai pas l'intention de jeter la pierre, sauf à ceux qui le méritent. Mais pour l'instant, je me contente de dire des choses et de proposer. Bien sûr. Donc, tous ceux qui s'y mettent, tant mieux. Ça, c'est l'unité d'action. Alors, évidemment que si un entrepreneur prend la décision de réorienter sa production au service du bien commun, je vais certainement pas le critiquer. Hein. Au contraire, je vais applaudir et dire, allez-y, continuez, il nous en faut plus et plus et plus et plus encore. Il faut en faire beaucoup. Mais vous savez tous, aussi bien vous, journalistes, que nous, députés des oppositions, parce que c'est souvent les oppositions qui ont l'esprit critique, on est là pour ça. Hein. On a beaucoup critiqué le manque d'anticipation. Mais regardez, on regarde trop vers le passé et le futur. Quand est-ce qu'on va sortir du confinement? Quelles sont les conditions de la sortie? Je veux dire, quand est-ce qu'on estimera que c'est mûr pour en sortir? Vous n'allez pas garder ce peuple en confinement forcé pendant 4 ou 5 mois. Donc, un jour, on finira par en sortir. Dans quelles conditions? On sait tous à l'avance que quand on sort d'un confinement, ensuite il y a à nouveau un pic épidémique. Ça a été constaté 100 fois. Donc il faut s'y prendre à l'avance de comment on va s'y prendre. Peut-être que le jour où on décidera la sortie du confinement, il faudra qu'on ait les moyens de faire du dépistage systématique et de l'hébergement des seuls contaminés. Bon, c'est pour ça que vous parlez de programmation. Jean-Luc Mélenchon, hier soir ici... programmation, pourquoi pas, c'est mieux que... Ça fait mieux que planification, ça évoque moins de choses. Voilà, la planification, merci. Ça peut faire peur. Hier soir, ici même, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, jugeait scandaleuses les ordonnances prises en Conseil des ministres qui mettent entre parenthèses le Code du travail, puisqu'elles permettent notamment jusqu'au 31 décembre de faire travailler des gens jusqu'à 12 heures par jour, 60 heures par semaine. Pour vous aussi, c'est un scandale ou non? Bon, je vais pas choisir de mots, mais franchement, ils sont... C'est ça qui les rend insupportables, cette équipe qui est au pouvoir. C'est que toutes les occasions sont bonnes pour grignoter le droit des gens. Dites-moi voir. Qui a besoin aujourd'hui de 60 heures de travail par semaine? Qui a besoin de travailler le dimanche? Qui a besoin... Bon, ceux qu'on va faire travailler nuit et jour pour produire, mais on peut organiser la production des masques, des respirateurs et du reste dans des conditions telles qu'il n'y a pas besoin de bosser 60 heures. Quelqu'un qui travaille 60 heures par semaine est affaibli physiquement, donc c'est une porte d'entrée pour la maladie. Et ils sont comme ça. Et ils nous avaient déjà fait le coup avec au coronavirus, le premier conseil des ministres qu'ils font, toc, c'est pour décider le 49.3 en même temps. Là, c'est pareil, sous prétexte de coronavirus, ils remettent en cause le Code du travail, et on entend monsieur Stanislas Guérini, qui est le chef, le président du mouvement La République En Marche, nous dire à l'Assemblée, il faudra voir à passer dans la législation ordinaire les lois de l'état d'urgence que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire ces fameuses 60 heures, la diminution du délai entre 2 séquences de travail, 9 heures au lieu de 11 heures avant, etc., etc. Donc ça veut dire que toutes les occasions sont bonnes pour continuer pour eux jusqu'au 31 décembre. Pourrie qui nous a amené au moment... Oui, mais il vous dit le 31 décembre. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu l'état d'urgence, vous savez, contre le terrorisme, bon, ils l'ont reconduit 6 fois. Et à la 6e, ils ont dit on peut pas vivre tout le temps dans un état d'exception, donc on passe dans le droit commun toutes les lois qui concernent l'état d'urgence contre le terrorisme. Si bien qu'on vit aujourd'hui dans un régime tout à fait spécial, et je vous signale que les fameuses lois... Alors, on a encore un petit... contre les syndicalistes et les écologistes. Alors franchement, on a des raisons de se méfier. Il nous reste quelques secondes seulement, malheureusement, Jean-Luc Mélenchon. Mais dites-nous, parce que vous avez évoqué cet entretien que vous avez eu ce matin avec Didier Raoult, l'infectiologue renommé, mais controversé, qui prône l'utilisation de la chloroquine contre le coronavirus, un infectiologue marseillais. Qu'est-ce qu'il vous a dit et qu'est-ce que vous pensez de cette polémique autour de la chloroquine? Écoutez, moi, d'abord, je lui suis très reconnaissant
d'avoir distrait un peu de son temps pour répondre à un parlementaire, parce que je suis un parlementaire des Bouches-du-Rhône, donc c'est peut-être plus normal, j'en sais rien, mais il l'a fait d'une manière très pédagogique. Moi, je ne lui ai pas posé de questions scientifiques. Je n'ai aucune compétence dans ce domaine. Je ne peux pas vous dire, moi, si telle molécule est bonne ou telle autre. Hein. Bon, ça peut pas être. Mais ce sont pas non plus les experts qui prennent les décisions, parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Et c'est les politiques qui les prennent. Donc, je me suis étonné de ça. Je lui ai dit, écoutez, comment vous expliquez ça? Et lui, il m'a répondu sur un mode qui m'a beaucoup plu. Il m'a dit, mais c'est pas une question de complot, c'est que chacun d'entre nous, dans sa branche, a une approche différente des stratégies de lutte. Pour un épidémiologiste comme lui, ils sont habitués à des progrès foudroyants de la maladie, à des mesures qui doivent être aussi rapides que possible. D'autres qui sont des scientifiques qui traitent des maladies sur des populations bien délimitées, dans le temps long, n'ont pas les mêmes réflexes professionnels. Donc je crois qu'il y a entre eux des différences d'appréciation qui sont reliées à leur pratique professionnelle. Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir si oui ou non c'était possible de produire des millions de tests rapidement. La réponse est oui. Quelle était la nature de la divergence entre scientifiques? Je crois que j'ai reçu une réponse qui me paraît maîtrisée. Et voilà, bon, c'était l'essentiel de ce que j'avais à lui demander, et aussi sur le confinement, parce que ceux qui ont des connaissances médicales d'une part, ceux qui ont des connaissances historiques, vous voyez, c'est à la portée de tout le monde, eh bien, nous savons que la quarantaine, ça n'a jamais été une grande réussite dans le passé. Le confinement, c'est la quarantaine. Donc, il vaut mieux prendre des mesures en amont pour prévenir. Donc, c'est pourquoi je vous parle de planifier la sortie du confinement, comme je parle de planifier les moyens. Écoutez, franchement, je commence à me fatiguer, parce que ça fait 10 jours que je répète ça, et chaque fois que le chef de l'État prend la parole, c'est pour raconter un tas de trucs très intéressants, mais qui n'ont aucun rapport avec la bataille qu'on mène. En tout cas, on a bien compris le message. Effectivement, planifions. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été sur RTL.